Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio. Manuel Bompard, secrétaire national du Parti de gauche, et Patrick Régnier, photographe de presse, sont ce soir dans le grand show de la présidentielle. On va d'abord parler du 11 novembre. Toutes les communes de France, petites et grandes, ont commémoré la fin de la Grande Guerre ce matin devant leur monument aux morts. C'est important de continuer à se souvenir près de 100 ans après, Manuel Bompard. Ah bah oui, bien sûr, c'est important de se souvenir de cette guerre, et pas seulement de se souvenir, mais d'en tirer aussi des conclusions pour l'avenir. Cette guerre 14-18, c'est quand même 10 millions de morts. Moi, j'ai toujours une pensée pour quelqu'un qui s'appelait Jaurès et qui a payé de sa vie le fait de refuser cette guerre. Et je pense qu'il faut s'en souvenir parce que ça nous montre aussi que la paix, c'est pas la situation normale et que c'est une construction politique. Et aujourd'hui, dans notre monde, un peu bouleversé par les tensions entre pays, avec des menaces de guerre qui résonnent, que ce soit en Ukraine, en Syrie, etc. Je pense que c'est toujours utile de se souvenir que la guerre, c'est bon pour personne, et que donc il faut toujours avoir des efforts pour la paix. Je trouve que c'est toujours important de se dire ça les jours de commémoration. 87% des Français trouvent justifié de continuer à commémorer le 11 novembre. 84% pensent que le 11 novembre doit rester un jour férié, d'après un sondage BFM TV. Patrick Régnier. Oui, tout à fait. Ce que vient de dire Manuel Bompard, moi je suis totalement d'accord avec lui. Cette commémoration, elle est nécessaire pour le souvenir, nécessaire parce que la guerre est à nos portes et que il faut aussi se souvenir que la guerre, c'est terrible. Pour le 11 novembre, je parlerai aussi du 11 novembre 1940. Il ne faut pas oublier que les étudiants à Paris, les lycéens à Paris, ont commémoré le 11 novembre en 1940 alors que les Allemands l'avaient interdit et que ça a été la première manifestation de la résistance sur le sol français. Et là, je crois que c'est quelque chose dont on peut parler aussi. Le souvenir, c'est aussi, en temps de guerre, se souvenir qu'il y en a eu une autre avant et puis y résister pour ne pas que les envahisseurs continuent à rester sur le sol français. Après, la question jour férié, moi je trouve que c'est un faux débat. Aujourd'hui, on entend des politiques dire on pourrait supprimer le jour férié, on pourrait... c'est une imbécilité. Ils veulent pas changer le temps de travail, ils veulent le maintenir à 35 heures de façon totalement idéologique. Et par contre, il faudrait supprimer un jour férié. Moi, je rappelle quand même qu'au Code du travail, je suis pas la ministre du Travail, moi je le connais à peu près, le seul jour férié chômé en France, c'est le 1er mai. Les autres jours fériés, un employeur a le droit de faire travailler son personnel, sauf si les syndicats le refusent, si il y a des conventions spéciales qui font que ces jours-là sont interdits. Mais moi, aujourd'hui, j'arrive d'à côté du studio, tout est ouvert, tous les commerçants travaillent, il y a beaucoup de monde chez les commerçants, donc c'est une imbécilité de vouloir le supprimer. Vous n'êtes pas de ministre du Travail. Est-ce que vous connaissez le nombre de fois où on peut renouveler un CDD, Patrick? Oui, tout à fait. Je sais, on peut renouveler un CDD 2 fois et 18 mois maximum. Depuis pas très longtemps. Oui, depuis pas très longtemps, effectivement. Toujours à propos du 11 novembre, évidemment, tous les ados ne savent toujours pas pourquoi ils n'ont pas eu école aujourd'hui. Écoutez, ces quelques élèves de seconde qui sont censés avoir étudié la guerre de 14-18 l'an dernier. Christophe Bernard est allé leur demander, c'est quoi le 11 novembre? Le 11 novembre, à part qu'on sait que c'est la fin de la guerre, on n'a pas vraiment exploité le sujet, quoi. C'est les attentats là, des avions. Les attentats. Le 11 novembre, c'est férié. Armistice, Indochine, je sais pas, Algérie. Je sais pas, moi. De quoi? Moi, je sais pas, frère. Indochine. Attentat, Indochine, Algérie, tout y passe, hein. Oui, ouais. Mais c'est méchant vis-à-vis des lycéens parce que je suis sûr qu'on fait un micro-trottoir à Paris avec des gens beaucoup plus âgés, ils diront aussi des grosses bêtises. Est-ce que ça montre en général qu'il faut plus enseigner, par exemple, cette période de l'histoire? La guerre 14-18, c'est à peine 4 à 6 heures sur le programme de 3e. C'est très très peu en fait. Est-ce que c'est une période qu'il faudrait davantage enseigner aujourd'hui, Manuel Bompard? Sans doute, en tout cas, moi je trouve dommage, même si ça ne suffit pas de leur jeter la pierre, mais je trouve dommage qu'aujourd'hui dans notre pays on puisse pas se souvenir de ce que représente cette date dans l'histoire de la France. Voilà, et je le redis, je trouve que effectivement il faudrait l'enseigner, mais pas seulement parce que il faut être un bon élève et savoir que c'était l'armistice, mais tout simplement parce que je pense qu'il faut en tirer des conséquences, des conclusions. Cette guerre, je le redis, mais il y a des gens qui se sont battus contre, quoi, qui ont essayé de faire en sorte que, alors qu'on savait très bien que c'était les intérêts des puissances capitalistes qui conduisaient à la guerre, il y a des gens qui se sont battus contre, et je trouverais utile que dans l'enseignement, ça soit pas seulement un temps de souvenir, mais aussi un temps de comment on organise la société, comment on fait en sorte d'avoir une politique étrangère, par exemple, qui
voilà, qui est tourné vers la paix. Et je le redis, la paix, c'est pas un état normal des sociétés, quoi. C'est une construction politique et il faut que les pays se battent pour la paix. Et je pense que cette bataille pour la paix, aujourd'hui, notre gouvernement aussi, il a une responsabilité sur ce sujet. Et je trouve que en alignant sa diplomatie derrière la diplomatie américaine, derrière voilà les intentions assez belligérantes, je trouve qu'il agit pas suffisamment pour la paix. Et donc, bien sûr, il faudrait l'enseigner à l'école, mais plus largement dans la société, il faudrait qu'on puisse avoir un peu plus de débat sur comment notre pays a une diplomatie indépendante qui crée les conditions de la paix partout dans le monde. Je pense que c'est des sujets éminemment politiques. Patrick Régnier. Oui, mais c'est effectivement libérer la parole sur ce sujet-là, ça serait pas mal, mais c'est une parole difficile à avoir parce que c'est éminemment politique, vous le disiez tout à l'heure. Et aujourd'hui, par exemple, on parle aux élèves de l'Europe en permanence et on oublie de leur dire que la construction européenne, elle est aussi issue de ces guerres et de la volonté de faire la paix. Il n'y a pas d'Europe sans parler de la commémoration des guerres de 14-18, de 39-45, parce que sans ces guerres-là, l'évolution européenne n'aurait pas été la même. Moi, je lisais hier, hier Schmitt est mort. C'était un grand Européen, c'est quelqu'un qui a participé à la construction européenne avec Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il était chancelier en Allemagne en même temps que Giscard d'Estaing était président de la République. Ce personnage-là avait en tête et en permanence dans tous ses discours l'angoisse de voir revenir la guerre. Donc, il est bien question de dire que les gens qui ont construit l'Europe, c'était des gens qui ne voulaient absolument pas que la guerre se reproduise. Et ça, les lycéens doivent l'apprendre aussi. Je reviens aux cérémonies à Paris ce matin. François Hollande avait invité Nicolas Sarkozy. Ça vous a étonné, Manuel Bompard? Non, pas spécialement. Écoutez, je veux dire, les moments de commémoration politique sont des moments où c'est normal que l'ensemble de la communauté nationale se rassemble. Donc moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Patrick Régnier, je suis pas du tout d'accord avec Manuel Bompard. Il y a des arrière-pensées. Il faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a refusé 3 fois, que cette année, bon, on a des élections dans un mois, il y a les primaires l'année prochaine. Il est venu pour ça. Pas que pour ça. C'est vraiment une connivence entre Hollande et Sarkozy. Hollande ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir Sarkozy en face de lui au 2e tour, pour essayer de recommencer l'opération qu'il a fait en 2012. Et Sarkozy ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir Hollande en face de lui au 2e tour pour pouvoir prendre sa revanche. Et en fait, c'est une connivence totale pour essayer, en 2012, de revenir sur le devant de la scène, ensemble. C'est vraiment, ils se servent la soupe l'un et l'autre. Je suis pas en désaccord avec vous sur ce sujet, mais j'ai juste la naïveté de penser que dans les jours de commémoration comme ça, les bisbilles politiciennes n'ont pas trop leur place, quoi. Donc voilà. Donc sur le principe en soi, je le trouve pas choquant. Après qu'il ait été exploité avec des arrière-pensées, j'en doute pas malheureusement. Mais pourquoi ne pas inviter Valéry Giscard d'Estaing, qui est aussi un ancien président de la République et qui a sa place? Et moi, je vous pose la question. J'ai pas la réponse, mais vous verrez au 11 novembre 2016 si Sarkozy sera à côté de Hollande pour les commémorations. Moi, je pense qu'il n'y en aura aucun des deux, peut-être. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec aujourd'hui Patrick Régnier, photographe de presse, photojournaliste. Emmanuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. Calais reste sous tension. Des réfugiés ont fait de nouveau face à la police la nuit dernière, même si la situation a été plus calme. Des milliers de personnes vivent bien sûr toujours dans le bidonville en attendant de pouvoir un jour peut-être rejoindre l'Angleterre. Un syndicat policier a parlé aujourd'hui de guérilla. Ça devient inquiétant, Emmanuel Bompard? Non, mais ça fait depuis malheureusement plusieurs années que la situation n'est pas seulement inquiétante, elle est assez révoltante. Bien évidemment, on peut considérer et on peut penser qu'il suffit de rajouter des policiers, qu'il suffit, comme on proposait certains, d'aller envoyer l'armée à Calais pour mater les rébellions. Bon voilà, ou alors on peut essayer d'avoir un petit peu d'humanité et se dire et de prendre un peu de hauteur sur cette question et d'essayer de trouver une solution politique de long terme. Et une solution politique de long terme, elle passe, à mon sens, nécessairement par un soutien aux réfugiés qui sont là, mais surtout en essayant de s'attaquer aux racines de cette difficulté. On parlait tout à l'heure de la guerre, qui est quand même la première racine des migrations. On peut parler donc des guerres qui sont menées en Syrie, des guerres qui sont menées de la situation par exemple en Turquie avec la rébellion kurde qui est complètement attaquée par le gouvernement turc. On peut parler des accords de partenariat économique de nos pays européens qui affament les pays du Sud et qui poussent à la migration. Donc voilà, moi j'aimerais que quand on évoque cette question, on la traite pas uniquement par le biais sécuritaire, comment on renforce les moyens de police, etc. Parce que de toute façon, on s'en
sortira jamais. Vous n'allez pas mettre un policier derrière chaque migrant. Et je préférerais, y compris sur ce sujet, qu'on essaye de prendre un peu de hauteur et d'essayer de s'attaquer aux racines et aux causes de ce problème, parce que sinon on reporte le problème et dans 2 ans, et dans 3 ans, et dans 4 ans, ça sera toujours la même difficulté. Et pendant ce temps-là, il y a des gens, voilà, qui sont des êtres humains et qui sont dans des situations difficiles. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a dit aujourd'hui que les migrants étaient instrumentalisés. Est-ce que c'est votre avis, Patrick Ranier ? Alors, effectivement, on a vu dans les reportages que des altermondialistes étaient en train de manipuler les migrants, de leur apporter des armes, du matériel pour pouvoir rentrer chez les habitants de Calais, pour pouvoir couper les clôtures et tout. Je pense que le groupe d'altermondialistes qui est là-bas n'est pas complètement innocent de ce qui se passe. Pourquoi, je ne sais pas encore, mais c'est une réalité. D'ailleurs, les policiers qui ont été interviewés ont dit la même chose, et tout le monde est d'accord sur ce sujet-là. Ce que disait Manuel Bompard sur le plan général, il a totalement raison. Pour Calais, c'est tout à fait particulier. Pour Calais, moi j'entendais la préfète de Calais dire que la violence augmentait de plus en plus depuis qu'ils avaient réussi à fermer la frontière. C'est-à-dire depuis que les migrants ne peuvent plus passer. Leur seul objectif, c'est de passer en Angleterre. L'Angleterre ne fait rien à part interdire qu'ils viennent. Et c'est la France qui doit faire le maintien de l'ordre, qui doit fermer la frontière, qui doit les empêcher de passer. Donc ça crée des situations de tension, inévitablement. Mais bien sûr, moi j'étais en reportage l'autre jour à Toulouse, où on apporte des migrants par bus et même par avion dans la région toulousaine, à 6h le soir, et le lendemain matin, ils sont dans le train, et le lendemain soir, ils sont à Calais. Systématiquement. Donc, d'abord, ça sert à rien de dépenser de l'argent pour les amener ailleurs, puisque de toute façon, ils retournent à Calais. Et ensuite, à Calais, moi, je pense qu'effectivement, faire du maintien de l'ordre, c'est pas uniquement fermer la frontière. Le maintien de l'ordre, c'est aussi protéger la population de Calais. Moi, je me mets à la place des gens qui habitent autour de la jungle. Ça doit être terrible pour eux aussi, quoi. On n'y pense pas beaucoup aux gens qui habitent autour. On plaint beaucoup les migrants, c'est vrai, il faut les protéger, mais le maintien de l'ordre, c'est aussi protéger les gens qui habitent autour. Donc faire appel à l'armée, comme le souhaiterait la maire de Calais, c'est un peu excessif, parce que je pense que la police a les moyens de le faire. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de faire des reportages dans les manifestations. La police, elle est très forte, elle est très armée, elle a ce qu'il faut, sauf qu'il faut qu'elle ait des ordres pour pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai assisté à des manifestations où la police recevait des pavés, des cailloux, des crachats, et ils ne bougeaient pas parce que ils n'avaient pas l'ordre d'intervenir. Et 30 secondes après, j'ai entendu au talkie-walkie d'un des responsables le préfet dire « vous faites évacuer ». Eh bien, dans la minute qui a suivi, toutes les bombes lacrymogènes sont sorties et ça a été évacué en 5 minutes. Mais tant qu'ils n'ont pas l'ordre de faire bouger les choses, eh bien, ils font rien, quoi. Non, mais enfin, on a une politique, encore une fois, qui est une politique de court terme. Je veux dire... Bon, et on a une difficulté politique qui est posée par l'arrivée de ces migrants, il faut pas le nier, ça pose une difficulté. Effectivement, il y a des gens qui habitent à côté, etc. Donc soit on décide on pense que c'est parce qu'on va rajouter des policiers, envoyer l'armée, etc., qu'on va résoudre le problème. Soit on décide de s'attaquer sérieusement à cette difficulté. S'attaquer sérieusement à cette difficulté, d'abord, c'est prendre en compte l'existant, la situation actuelle, et donc permettre à ces gens d'être logés et d'être accueillis dans des situations dignes. Pendant qu'ils faisaient des communications, François Hollande, dans le même temps, le gouvernement vient de baisser par 2 l'aide aux réfugiés. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont dans des situations encore plus difficiles. Et puis dans le même temps, il faut qu'on s'attaque à cette difficulté, voilà, mais qu'on le pose comme un débat de long terme, un débat politique sérieux sur comment on évite l'immigration économique, parce que on évite de contraindre des gens à fuir leur pays parce que leur pays est dans un état de pauvreté ou dans un état de guerre. Et ça, c'est des solutions politiques, y compris qui doivent être portées à l'échelle internationale. Et François Hollande, au lieu de faire toute la communication qu'il a fait au mois de septembre sur ce sujet, devrait poser cette difficulté sincèrement dans les instances internationales pour trouver des solutions, que ce soit des solutions politiques et respectueuses des êtres humains. Il y a un sommet européen justement sur les migrants qui vient de débuter à Malte. Grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec en ce 11 novembre Manuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche, et Patrick Ranier, photographe de presse. On va parler maintenant des élections régionales. Les listes maintenant sont officielles. 171 listes au total, 10 par région en moyenne. Je rappelle que nous voterons les 6 et 13 décembre prochains. Le scrutin ne semble toujours pas passionner les foules, Manuel Bompard. Bah non, mais tout a été fait pour que ce scrutin passe un petit peu inaperçu. D'abord avec la date de cette élection, qui est fixée, c'est assez inédit, au mois de décembre, par ces nouvelles régions dont personne comprend exactement de quoi il s'agit
et qui sont quand même le résultat, il faut le dire, d'une réforme territoriale qui est complètement bâclée, complètement incompréhensible, qui est sortie d'un bureau. En fait, c'est une réforme de bureau qui est sortie d'une réunion de François Hollande avec les notables socialistes des grandes régions pour voir quel était le découpage des régions qui permettait peut-être au Parti socialiste de conserver un maximum de régions, qui s'est fait complètement à l'écart des citoyens qui n'ont pas du tout été consultés sur ce sujet. Et donc, manifestement, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est normal que les gens se sentent pas très intéressés par cette élection. Ceci dit, ces nouvelles régions, elles ont des pouvoirs et des compétences importantes. Et donc, c'est une élection importante et il faut que tout le monde puisse s'en saisir. Et donc, moi, j'invite aussi les auditeurs à s'intéresser à cette élection parce qu'elle me paraît quand même importante. Ben justement, vous le disiez, le développement économique, les lycées, les transports, ce sont des domaines de notre quotidien. Donc, ça devrait nous intéresser. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Bah oui, on peut faire beaucoup de choses. Je pense, j'ose espérer que dans le mois maintenant qui nous sépare de la date de cette élection, elle sera un petit peu plus au cœur du paysage. Mais il faut aussi pointer la responsabilité des deux grands partis, notamment l'UMP, les Républicains et le Parti socialiste, qui depuis 3 mois nous polluent cette élection par la question du Front National, essayent d'imposer dans le pays un tripartisme comme s'il y avait que 3 forces politiques qui étaient existantes. Et en fait, le fond et le Parti socialiste qui rabâche cette question du vote utile et qui en fait le seul argument aujourd'hui de ce scrutin, alors que derrière, si on examine les programmes, notamment le fait que, par exemple, sur la question des transports, toutes les politiques qui sont proposées pour développer le réseau de transport, par exemple, dans une région comme la nôtre, sont complètement contraires avec la politique nationale d'austérité qui vise à réduire les dotations aux régions. Donc voilà, il y a un enjeu politique fort. Il est caché aujourd'hui et je crois que c'est une stratégie des grands partis, du Front National aussi, qui joue enfin voilà, je trouve que tout ça est une belle mise en scène d'un tripartisme qui en fait résout pas le problème de la vie quotidienne des Français. Patrick Régnier. Oui, mais moi j'ai un avis sur ces élections régionales qui est un petit peu différent. D'abord, je pense que le Parti socialiste et François Hollande, depuis qu'il a décidé de la date des élections, qu'il a décidé de la date de la COP21, il est en train de voler la démocratie aux Français. Parce que on va parler, Manuel Bompard dit, j'espère que d'ici un mois on va parler des élections régionales. J'ai malheureusement envie de lui dire, ça ne sera pas le cas. On ne va parler que de la COP21. Et j'allais dire avec la complicité des médias, mais même pas, parce qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient complices. On les abreuve d'informations sur la COP21, on ne fait plus que ça. Moi, je reçois des communiqués de presse et je reçois des invitations pour faire des choses pour l'environnement et tout en permanence pour faire des reportages dessus. On va être pollué totalement par ça. Et puis après, effectivement, les régions, les gens n'y comprennent rien, mais parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Que les Français n'ont pas été consultés. Il y en a. Je vois ce qui se passe en Alsace. En Alsace, il y a 80% des gens qui veulent pas du rapprochement entre l'Alsace et la Lorraine et l'autre gros morceau. Donc les Français sont opposés. J'entendais l'autre jour un responsable politique dire carrément à la télévision que lui, il irait pas voter. D'accord, il n'a pas de liste, mais quand même, comme il veut pas, c'est Besancenot. Il veut pas voter pour les listes du Front de gauche parce qu'il les aime pas. Il veut pas voter pour le. Pourtant, mais... Non, mais il veut pas voter. Il veut pas voter pour le Parti socialiste. Et quand on voit un responsable politique qui dit à la télévision, de toute façon, j'irai pas voter, je suis navré, mais c'est pas appeler les Français au civisme. Hein. Et voilà, donc après, c'est vrai, on veut un tripartite, mais je crois qu'il faut respecter les électeurs. Quand on fait un sondage et qu'on voit que dans un sondage, il y a 30 ou 35% d'électeurs qui sont pour un parti, quel que soit le parti, moi je suis un démocrate, ou alors il faut interdire ce parti, et à ce moment-là, il n'y aura pas 35% des gens, il y aura peut-être une révolution à la place, mais là, 35% de gens qui disent vouloir voter pour ce parti-là, ça se respecte. Si on veut tuer ce parti d'une manière électorale, on tue la démocratie. Justement, ce parti, c'est le Front National, évidemment. Pour lui faire barrage dans le Nord, Manuel Valls réfléchira à une fusion entre la liste PS et la liste Les Républicains. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Patrick ? Alors, j'ai écrit un article il y a 3 semaines qui s'appelle « Des élections démocratiques ou presque ». Et l'histoire commence avec l'invention de Jean-Pierre Raffarin de faire des élections à 2 tours avec panachage des listes pour le 2e tour. Au départ, c'était pas pour se marier avec le Parti socialiste. Au départ, c'était pour récupérer des postes pour les gens de l'UDF qui n'étaient pas à l'UMP. Enfin bon, voilà, des espèces de magouilles à l'intérieur pour pouvoir faire des listes entre les 2 tours. Bon,
Aujourd'hui, on se retrouve avec un parti socialiste. Moi, il y a 3 semaines, j'avais écrit qu'ils allaient faire des fusions dans les régions où ça les intéresse. Alors, j'étais peut-être un précurseur, puisque aujourd'hui, toute la presse en parle. Manuel Valls n'y est pas opposé. Je suis navré, mais si vraiment on a des partis qui font des listes communes uniquement pour garder les postes dans les régions et pour combattre un parti, à ce moment-là, moi, je me pose véritablement des questions sur le fait d'aller voter. Non, moi, d'abord, je pense que ça interroge sur le mode de scrutin. Ça, c'est une évidence, parce que dans les éléments qui contribuent à l'opacité autour de cette élection, il y a un mode de scrutin assez incompréhensible quand même pour les citoyens, avec des listes régionales, des sections par département, tout ça est assez compliqué. Et un mode de scrutin qui permet pas aussi que s'exprime et que puisse être représenté l'ensemble des sensibilités politiques. Donc moi, voilà, je suis favorable à des scrutins proportionnels. Je pense que c'est une vraie question. Après, sur la proposition de Manuel Valls, je pense qu'il n'y a pas de plus mauvaise solution, entre guillemets, pour combattre politiquement, bien évidemment, le Front National, que de travailler à des accords d'appareil comme ça qui n'ont aucun sens pour les Français. Si on veut vraiment s'attaquer à la progression du Front National, il faut apporter des réponses politiques aux problèmes que rencontrent les gens, donc notamment sur la question sociale, bien loin de la politique que met en place le gouvernement, qui a fait un choix économique qui est tout à fait différent des engagements de campagne qu'il avait pris, qui se défend, on a le droit de le défendre, mais qui tourne complètement le dos aux attentes populaires, à ce que devrait être la gauche dans ce pays. Et ça, je pense que ça contribue à faire monter le Front National. Et puis, je pense qu'il y a aussi besoin d'un bon coup de balai sur les pratiques démocratiques complètement antidémocratiques en réalité, les magouilles comme il y a eu par exemple dans notre région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées avec la création d'une vice-présidence déléguée pour permettre un accord électoral, etc. Je crois que toutes ces pratiques-là, du cumul des mandats, des affaires, des magouilles qu'on voit sur les 2 grands partis, je pense vraiment contribuent à faire progresser le sentiment que toute cette classe politique elle est pourrie. Et je pense que il me paraît très important que des listes qui veulent avoir un discours un peu différent s'inspirent apportent une réponse crédible à cette question. Voilà, moi je soutiens des listes par exemple qui ont mis en place ce qu'on appelle des chartes éthiques et démocratiques avec un certain nombre d'engagements qu'on prend devant les Français sur le refus des affaires de corruption, sur le refus du cumul des mandats, sur la possibilité d'élus qui soient révoqués par le vote de citoyens s'ils tiennent pas leurs engagements. Je crois qu'on a vraiment besoin de dépoussiérer notre démocratie et je pense que ces élections régionales peuvent contribuer à le faire. Oui. Moi je défendais pas le Front National, je disais seulement qu'il faut les combattre politiquement, comme dit Manuel Bompard. S'ils montent, il faut se poser la question. C'est peut-être parce qu'ils disent des choses que les électeurs ont envie d'entendre et que les autres ne veulent pas entendre. Les combattre, c'est pas prendre des gants de boxe. Les combattre, c'est avoir des arguments et des arguments qui font que les électeurs vont plutôt se tourner vers quelqu'un d'autre que vers eux. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, avec la candidature de Régnier, qui a été pour les Républicains. Voilà, pour les Républicains, qui a été validée par Manuel Valls, alors qu'il y a par Nicolas Sarkozy. Non, alors par Valls. Par Sarkozy et par Valls. Valls hier a validé ce dépôt de liste, alors qu'il y a une action en justice parce qu'il n'est pas éligible. Philippe de Villiers peut-il revenir en politique? On sait qu'il est retiré, ancien ministre, candidat 2 fois à la présidentielle. Son livre est un succès, 70 000 exemplaires vendus. On apprend dans la presse ce matin qu'il ne ferme pas la porte pour 2017. Il dit « Je n'ai aucune envie de revenir, mais il ne faut jamais dire jamais ». Est-ce qu'il a encore sa place en politique, Philippe de Villiers, Patrick Régnier? C'est difficile à dire, quoi. Il a disparu des radars depuis un certain temps. Bon, c'était quelqu'un qui a combattu l'Europe à l'époque avec tous ceux comme Pasqua, Séguin qui combattaient l'Europe. Depuis, il a disparu de la circulation. Aujourd'hui, quand j'écoute ses interviews dans les médias pour son bouquin, il défend Nadine Morano parce que il a toujours le même logiciel d'idées, quoi. Je reprenais quelques mots qui disaient ah oui, Morano, on l'attaque sur quelque chose qui est complètement inadmissible. On va quand même pas dire que la France est de race noire. Voilà, c'est bon. C'est le discours de Villiers, donc je crois pas qu'il puisse aller très loin en politique avec ce genre de discours. Il y a qu'un mot qui m'a fait rigoler dans ce qu'il a dit. Il a dit, alors que c'est un énarque, il a dit on rentre à l'ENA avec 3000 mots et on en sort avec 30 mots. Donc ça m'a bien fait rigoler. Manuel Bompard. Si c'est pour dire des âneries comme vient de relater Patrick, je pense que non. Il vaut mieux qu'il reste à la maison maintenant.
Et là, il n'y a pas de place réservée dans la politique, comme si c'était un métier. Voilà, je pense que tout le monde a le droit de défendre ses idées. Maintenant, moi, je trouve que si Philippe de Villiers se pose la question aujourd'hui de la présidentielle de 2017, ça montre aussi peut-être un peu les limites maintenant de la stratégie du Front National, qui était une stratégie de dédiabolisation, dire nous maintenant on est des gens raisonnables, etc. dont tout le monde, quand il a un petit peu fouillé, sait qu'en fait c'était une escroquerie. Sauf qu'il y a des gens qui l'ont pris au mot, ce discours-là, et donc ça a libéré un espace. Parce que je vois que Monsieur de Villiers veut fédérer des gens qui seraient fidèles à l'esprit de Jean-Marie Le Pen père. C'est ce qu'il a déclaré. Donc voilà, je trouve ça un peu amusant de voir que voilà la stratégie du Front National se retourne un peu contre lui, contre elle, on va dire, je sais pas comment le dire. Et donc voilà, je trouve ça amusant. Après, il fait ce qu'il veut. Je suis bien évidemment pas d'accord avec ses idées, mais la démocratie, c'est que tout le monde puisse les exprimer. Ouais. Mais quand même, rien n'est innocent. Hein. Si on parle de lui, d'accord, il y a son bouquin, mais il y a son rapprochement avec Choprade qui a quitté le Front National. Bien sûr. Et ça, c'est pas anodin du tout. Hein. C'est ce que dit Emmanuel. C'est certainement une récupération de quelque chose qui est parti du Front National. On va dire un mot pour terminer sur la panne informatique qui a touché Orly samedi dernier. On a appris dans les colonnes du Canard enchaîné que c'est une panne informatique donc qui est à l'origine de cette pagaille à Orly le week-end dernier, car l'aéroport, en tout cas une partie du système informatique, fonctionnait encore sous Windows 3, je crois, c'est ça, 3.1. 3.1, sorti en 1992, c'est quand même assez ahurissant. Ouais, c'est assez ahurissant. Alors, sincèrement, je connais pas suffisamment le dossier pour essayer d'en trouver les causes. Ce que je sais, c'est que dans notre pays est engagée une politique de privatisation des aéroports. Je crains que dans ce type de politique, ce type d'incidents se multiplient, puisque vont faire primer la rentabilité sur les investissements nécessaires pour tenir à jour des équipements. Donc voilà, je crains que... Il y a eu des versions de Windows depuis. Il y a eu des versions de Windows, et puis surtout, j'en profite pour dire que je pense que si on voulait avoir une politique un petit peu moderne sur ce sujet, on devrait essayer d'impulser, alors sur les aéroports, je sais pas, mais en tout cas dans les administrations, l'utilisation de logiciels libres qui nous coûterait bien moins cher à nos collectivités et qui permettrait d'avoir une expérience de logiciels ouverts, contributifs, etc., qui me paraît être à développer. Et puisqu'on parlait des régionales tout à l'heure, je pense qu'il y a des propositions à faire sur ce sujet. Patrick Ranier. Sauf que c'était pas l'aéroport, mais la tour de contrôle. La tour de contrôle, oui. Et qui n'est pas gérée par l'aéroport, qui est gérée par la Défense nationale. Par la Défense nationale. Oui. Et donc, Windows 3.1, pourquoi pas? Moi, je crois qu'il devait être stable, hein, puisqu'ils n'ont pas eu de panne depuis qu'ils l'utilisent. Mais comme quoi, finalement, c'est la première panne. Ça sert à rien de passer à Windows 10. Moi, j'ai pas encore mis Windows 10. Mon informaticien m'a dit d'attendre que les bugs soient connus. Mais le 3.1 devait être très stable, puisque c'est la première fois qu'on parle d'une panne dans la tour de contrôle. En plus, c'était le logiciel pour la météo. Hein. C'était relié à Météo France. En fait, c'était relié à Météo France, et les aiguilleurs du ciel ne pouvaient plus faire leur travail parce qu'ils n'avaient pas les informations météo. Ça a duré une heure la panne, mais ça a mis une belle panique à Orly, ce qui a permis à Monsieur Juppé de dire qu'il ne pouvait pas venir à la conférence de Monsieur Sarkozy. C'est un coup monté. Alain Juppé n'a rien à voir. Non, mais toute la presse 2 jours avant avait dit qu'il viendrait pas, donc il a quand même pas eu honte de dire devant les caméras que c'était l'avion qui l'avait empêché de venir. Mais en tout cas, si c'était géré par un organisme public, moi je trouve ça particulièrement inquiétant, parce que là on parle quand même de la sécurité des voyageurs. Donc moi je pense que des investissements un peu pour moderniser les équipements seraient pas complètement absurdes. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup Manuel, merci Patrick, à bientôt sur Sud Radio pour le grand show de la présidentielle. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. À la une demain, nous sommes à la rédaction du Point. Bonsoir Sébastien Le Foll. Bonsoir. Que nous propose le Point cette semaine? Eh bien, les impostures de la gauche. Et c'est effectivement aujourd'hui le grand sujet à gauche. L'attaque, elle est portée par des gens de gauche, et notamment par le philosophe Pascal Bruckner, qui nous donne une grande interview demain pour nous raconter à la fois son lien à cette gauche dans laquelle il ne se reconnaît plus. Il dénonce sa pensée victimaire. Il nous dit qu'elle prétend défendre les opprimés, alors qu'en fait elle les méprise, qu'elle veut les enfermer dans une case. On voit que le débat a surgi au moment de l'anniversaire des émeutes dans les banlieues, mais la question aussi se pose sur l'attitude de la gauche, sur la laïcité, sur le communautarisme, sur tous ces maires qui cèdent justement devant le communautarisme.
c'est le grand débat aujourd'hui à gauche et qui provoque cette migration d'intellectuels comme Michel Onfray, Régis Debray ou Pascal Bruckner demain dans Le Point, un grand entretien passionnant qui est également l'histoire d'un homme qui effectivement a été le premier notamment à dénoncer cette tentation à gauche et qui surtout a dénoncé une certaine pensée catastrophiste qui s'est imposée notamment dans le domaine de l'écologie. C'est donc à lire dès demain dans Le Point. Merci beaucoup Sébastien Le Foll. Territoire d'info, c'est le rendez-vous politique de Sud Radio avec Public Sénat chaque matin. L'invité demain sera le socialiste Julien Drey. Territoire d'info à 8h tous les matins sur Sud Radio.